Vous croyez peut-être que la cigarette est un symbole de liberté, ou que le fluor est bon pour les dents, ou encore que l'État vous protège du Covid, de l'inflation ou de la guerre. Et si je vous disais que toutes ces idées ne sont en fait pas les vôtres, qu'on les a en quelque sorte implantées dans vos esprits, vous me traiteriez de complotiste? Et si je vous disais qu'en plus, un seul homme est à l'origine de tout cela, vous me prendriez pour un fou? Pourtant, cet homme, si vous ne connaissez pas son nom, eh bien il est parfaitement connu de nos élus. C'est un fervent partisan d'une gouvernance de l'ombre. Et il a écrit 2 livres à ce sujet, 2 livres que vous pouvez facilement trouver sur Amazon par exemple. Fabriquer du consentement et cristalliser les opinions publiques. Bonjour, je suis François Xavier et aujourd'hui je vais vous parler de la personne qui a eu la plus grosse influence sur votre vie sans même que vous connaissiez son nom, Edward Bernays. Edward Bernays est un Américain qui est mort à Boston en 1995 et qui a vécu 103 ans. 103 ans qu'il a occupé à l'une des tâches les plus importantes du XXe siècle, faire courber la volonté des peuples devant celle des puissants, et ce, sans aucune violence. En fait, Edward Bernays, c'est également le neveu de Sigmund Freud, et il a beaucoup appris de son tonton. Bref, Edward Bernays va travailler pendant toute sa vie à créer du désir ou du dégoût en fonction de ce que veulent les puissants. Il peut créer le désir, le besoin pour une nouvelle marque, une nouvelle habitude, et le dégoût pour ce qui est vieux et démodé. Pour lui, c'est même quelque chose d'extrêmement important parce qu'il dira que son but, c'est de dompter la grande bête hagarde qui s'appelle le peuple. Pour lui, le peuple ne veut pas se mêler en fait des affaires publiques. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui fournisse une illusion. Et l'illusion, Edward Bernays va vous la fournir. En fait, Bernays va même inventer ce que l'on appelle le spin, la manipulation. La manipulation des nouvelles, des médias, de l'opinion. Bref, une pratique systématique à très grande échelle qui permet de présenter les faits de manière complètement partisane. Et grâce à ça, Bernays va faire fumer les femmes américaines, il va démultiplier les ventes de pianos et de savons, et il va même contribuer à faire basculer l'opinion publique américaine vers la guerre en 1917. Bref, Bernays va être tellement exceptionnel que Goebbels, le ministre de la propagande allemande, va se référer à lui pour faire toute la propagande de l'Allemagne nazie. Et qu'encore aujourd'hui, les spin doctors, les gens qui murmurent à l'oreille de nos présidents, sont directement inspirés par Bernays. Mais je vais vous raconter quelques-uns des hauts faits d'Edward Bernays, en commençant par le premier de ces véritables hauts faits. Imaginez, un pays voisin de chez vous est en guerre, mais pas le vôtre. Et vous, vous êtes plutôt pacifiste, vous n'avez aucune envie que votre pays se mêle de cette guerre. Seulement voilà, les dirigeants, eux, ont décidé qu'il fallait intervenir. Et il faut donc lutter contre le peuple pacifiste. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Quoi qu'il en soit, c'est là qu'Edward Bernays est rentré en action pour la première fois, du moins à grande échelle, en participant à la commission Krill. Ça ne vous dit rien? Et si je vous dis « I want you for US Army » avec un oncle Sam qui vous regarde sérieusement et pointe vers vous un doigt. Là, vous savez forcément de quelle affiche je parle. Eh bien, cette affiche, c'est Edward Bernays et la commission Krill. Et c'est dans cette commission que l'on va mettre en place énormément des nouveaux concepts qui permettent aujourd'hui de manipuler l'opinion. La distribution massive de communiqués, le recours au cinéma, les campagnes ciblées de publicité avec énormément d'émotions à l'intérieur, et puis des leaders d'opinion qui sont plus ou moins achetés, et enfin la mise en place de groupes ou de commissions bidons. Vous savez, les groupes de citoyens tirés au sort et qui sont censés rendre leur opinion à l'État sur tel ou tel sujet après avoir écouté de nombreux experts, eux aussi désignés par l'État. Cette méthode, vous l'avez peut-être vue récemment également. Eh bien, ça aussi, c'est Bernays. Et les résultats de la commission vont être fantastiques.
les États-Unis rentreront en guerre comme le voulait le gouvernement et comme ne le voulait pas le peuple. Mais pour Bernays, la situation est très simple. Il y a une élite qui est instruite, qui sait les choses et qui est prévoyante. Et il y a en face un peuple qui, lui, ne sait pas et qui est brouillon et qui veut se mêler de tout. Et donc, le travail des spins, comme l'est par exemple Bernays, eh bien, c'est de façonner cette opinion publique pour que finalement, elle se mette à penser comme ses dirigeants. Bref, la commission Creel sera un succès, les États-Unis rentreront en guerre et les capacités de production du pays vont être démultipliées. Et puis, la guerre s'arrête. Mais les entreprises sont coincées, elles ont toujours ces capacités de production, mais les populations, elles, l'homme et la femme occidentale, consomment relativement peu. Ils consomment uniquement pour assouvir leurs besoins vitaux. C'est un réel problème pour l'industrie qui va du coup se tourner vers Bernays, qui est tout auréolé de son succès lors de la commission Creel. Bernays va alors se mettre à inventer carrément des concepts. Par exemple, vous avez tous entendu parler du petit déjeuner américain, l'egg and bacon. Eh bien, ça n'existait pas avant Bernays. Avant Bernays, les Américains, le matin, ils prenaient un petit déjeuner plutôt frugal. Et ça gênait beaucoup l'industrie du cochon. Et du coup, l'industrie du cochon est allée voir Bernays pour voir comment on pouvait faire pour vendre davantage de porc. Bernays a utilisé une des méthodes qu'il aime le plus. Il a créé un comité de médecins qui vont se mettre à prôner les valeurs d'un fort apport calorifique au petit déjeuner. Bref, ce comité, payé par l'industrie du porc, va expliquer aux Américains qu'il est très important de prendre un gros apport calorifique au petit déjeuner et tout particulièrement du bacon, qui, comme chacun sait, est à base de porc. Et Bernays ne s'arrête pas là. Par exemple, l'industrie du piano lui demande comment faire pour vendre plus de pianos aux Américains. Bernays va alors se tourner tout simplement vers les architectes. Et il va leur demander d'inciter leurs clients à avoir une pièce de musique dans leur maison. Et qu'est-ce qu'on met dans une pièce de musique ? Eh bien, des instruments de musique. Mais pour pouvoir vraiment occuper la taille d'une pièce, il n'y a qu'un seul instrument qui soit assez gros, le piano. Bernays va faire exactement la même chose pour l'industrie du livre. L'industrie du livre lui demande comment faire pour vendre plus de livres aux Américains. Il va voir ses amis architectes et leur demande d'installer des bibliothèques directement dans le mur de la maison. À ce moment-là, vous n'avez plus de choix. Pour pouvoir décorer votre maison, vous êtes bien obligé d'acheter des livres. Vous trouvez peut-être déjà que tout ce qu'a fait Bernays est un peu exceptionnel. Eh bien, ce n'est presque rien par rapport à ce qu'il va se mettre à faire après. Là, c'était juste un échauffement. Et il faut absolument que je vous parle de la façon dont Bernays va détourner le féminisme. On est dans les années 20. Bernays a un contrat à l'année avec l'American Tobacco. Pourquoi ? Eh bien pour qu'il ne travaille pas pour la concurrence. Rien que ça. Mais dans les années 20, l'American Tobacco connaît une période un peu molle. Parce qu'ils avaient connu un boom énorme pendant la guerre en fournissant des cigarettes, des milliards de cigarettes à l'armée américaine qui les avait intégrées directement dans le pactage des soldats. Ce qui avait d'ailleurs permis à la cigarette de se démocratiser énormément. Parce qu'avant, elle était plutôt délaissée au profit du cigare, qui était plus chic, ou de la chic pour les plus pauvres. Bref, la cigarette s'était énormément vendue pendant la guerre, et pendant les années 20, les ventes stagnent. Et du coup, l'industrie du tabac aimerait trouver de nouveaux clients, et notamment les femmes. Seulement voilà, comme la cigarette a été énormément utilisée par les soldats, elle a une image extrêmement virile, et les femmes ne veulent pas fumer. Du coup, l'industrie du tabac se tourne maintenant vers Bernays pour orienter cette nouvelle cible, les femmes. Et Bernays va inventer un piège merveilleux. Imaginez, vous êtes une femme dans les années 20 aux États-Unis, dans une société extrêmement puritaine. Votre vie, c'est principalement d'être à la maison. Vous ne travaillez pas, vous occupez de vos enfants et de votre intérieur. Et c'est votre mari, l'homme de la maison, qui va s'occuper de ramener l'argent. C'est lui aussi d'ailleurs qui vote.
quelle motivation vous pouvez avoir pour fumer. Sur quoi Bernays va insister pour que vous vous mettiez au tabac? Eh bien, Bernays a une idée géniale. Les femmes qui, à cette époque-là, veulent ressembler davantage aux hommes, conquérir des droits, le droit de travailler librement, d'avoir un compte bancaire, le droit de voter, eh bien, ce sont les suffragettes. Et Bernays va avoir l'idée de se servir des suffragettes pour imposer les cigarettes. Et il va le faire lors d'une manifestation catholique. Nous sommes le dimanche de Pâques. Il est midi 5, juste après la messe. Et il y a une procession de Pâques organisée par des femmes catholiques. Et là, Bernays va sélectionner une dizaine de jeunes premières. Et puis il va les inviter et il va les mettre complètement sur le devant de la marche. Évidemment, la dizaine de jeunes premières, de jolies jeunes femmes, sont toutes des suffragettes. Et elles se battent pour l'égalité homme-femme. Et du coup, à l'avant de cette procession, elles vont exhiber leurs cigarettes, le symbole phallique, le symbole de la virilité à l'époque. Et elles vont se mettre à fumer. Tout ça devant des photographes et des journaux. Et Bernays va inspirer à ce moment-là aux journalistes le slogan qu'il faut écrire. Elles allument des flambeaux pour la liberté. Et ça y est, la première étape est passée. Fumer pour une femme, ce n'est plus vulgaire, c'est réclamer ses droits, les droits de faire comme les hommes. Mais ça ne suffit pas, en 1920, à convaincre toutes les femmes. Alors du coup, Bernays va utiliser le système qu'il avait mis en place pour créer l'American Breakfast. Il va créer des instituts plus ou moins bidons et tous financés par l'American Tobacco, avec à l'intérieur des dentistes et des médecins de famille. Et tous vont dire que la cigarette est bonne pour la femme. En tout cas, elle lui permet de maigrir parce que la femme, en fumant, mange moins de bonbons. Et vous allez même avoir des publicités dans lesquelles on dit aux femmes de tendre plutôt la main vers la cigarette plutôt que vers un bonbon. Bref, la publicité pour la cigarette est un triomphe. La femme est maigre, elle est libre et elle respire la santé. Nouveau succès pour Bernays, qui va maintenant se mettre à travailler à la fois pour une multinationale et pour l'État. Vous avez entendu l'expression « république bananière ». Eh bien, vous la devez aussi à Edward Bernays. Dans les années 50, il y a un gouvernement socialiste qui est élu au Guatemala. Et ce gouvernement socialiste commet une terrible erreur. Il s'attaque à une multinationale qui était à l'époque très présente en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Parmi les principaux actionnaires de la multinationale, il y a les frères Dulles. Et les frères Dulles ont rencontré Bernays pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, ils viennent voir Bernays pour savoir comment celui-ci peut les aider à combattre ce gouvernement socialiste. Petite précision, la multinationale des frères Dulles voulait implanter une monoculture de bananes au Guatemala. Rapidement, Bernays met en place une campagne, non pas au Guatemala où est le gouvernement socialiste, mais aux États-Unis. Et il va faire en sorte de dépeindre ce gouvernement socialiste qui n'a aucune relation avec Moscou comme des dangereux communistes à la solde du bloc soviétique. Et il insinue même qu'ils sont en train de mettre en place un poste avancé communiste aux frontières américaines. La campagne est assez longue et extrêmement active. Mais elle marche plutôt bien pour Bernays, car finalement ça donne une excuse au gouvernement américain pour faire entrer en scène la CIA. Et la CIA va aller bombarder la capitale du Guatemala. Suite à cela, les États-Unis vont réussir à mettre en place un nouveau gouvernement beaucoup plus à leur solde. Et c'est là que Pablo Neruda parlera des Republicas Bananas, les républiques bananières, en référence à ce gouvernement qui est à la solde à la fois des États-Unis et de la multinationale de la banane. Je pourrais également vous parler de la façon dont Edward Bernays a œuvré pour que l'automobile devienne un objet de consommation de masse. Mais je préfère vous parler du mythe du fluor. Vous pensez peut-être que le fluor est bon pour vos dents. Eh bien, si vous pensez ça, c'est grâce à Edward Bernays. En fait, c'est un mythe qui est né aux États-Unis en 1939
grâce à lui. En 1939, il y a une compagnie d'aluminium géante qui s'appelle Alcoa et qui fait face à plusieurs procès assez durs pour déversement de produits toxiques dans la nature, le fluor. Et Alcoa va demander à Bernays comment faire pour pouvoir se sortir d'une si mauvaise affaire. Édouard Bernays va alors utiliser le système qu'il a utilisé pour la cigarette ou encore pour l'American Breakfast. Il va mettre en place un groupe d'experts. Le groupe d'experts va alors examiner le fluor et, comme par miracle, il va trouver que c'est un produit absolument merveilleux. Il va en faire l'éloge. Tous les déchets industriels dérivés de la production d'aluminium deviennent soudain quelque chose de fantastique. Et ils vont aller jusqu'à proposer qu'on ajoute cette substance, le fluor, à l'eau des villes. Mais Bernays n'est pas complètement fou, il se doute bien que tout ne va pas se passer si facilement. Il sait bien qu'il va y avoir par exemple les services de santé publique qui vont résister à cette volonté de mettre du fluor dans l'eau. Qu'à cela ne tienne, Bernays trouve une parade. En 1947, il fait engager l'un des avocats d'Alcoa, la compagnie d'aluminium, il fait engager un de ses avocats à la tête de l'Agence fédérale de sécurité, ce qui lui donne ainsi le contrôle des services de santé publique. Et à partir de ce moment-là, il y a 87 villes américaines qui vont se mettre à ajouter du fluor dans l'eau. C'est-à-dire que grâce à Édouard Bernays, il y a des fonds publics qui vont servir à acheter le déchet toxique de la compagnie Alcoa, le fluor, et à le rajouter à l'eau des villes pour qu'il soit consommé par la population. Et encore aujourd'hui, il y a énormément de villes, y compris en France, qui utilisent la méthode de fluorisation de l'eau. Merci qui? Merci Édouard Bernays. Alors vous pensez peut-être que Bernays est un homme sans scrupules absolument horrible. Eh bien, pas du tout. Et d'ailleurs, il est totalement révolté de savoir que Goebbels a utilisé ses livres pour imposer le nazisme en Allemagne dans les années 30. En fait, Bernays pense de manière à la fois honnête et naïve que la masse n'est pas capable d'arriver à un état de paix collectif ou de bonheur, et que pour cela, elle a besoin de guides, une élite qui va la guider vers le bonheur. Et la tâche de cette élite, c'est d'utiliser les méthodes de Bernays pour pouvoir orienter le peuple pour arriver finalement à son bonheur. D'ailleurs, Édouard Bernays a écrit plusieurs livres pour décrire ces méthodes et pour que le peuple puisse les connaître et ainsi être capable de savoir si oui ou non il est manipulé. J'ai cité deux de ces livres en introduction, mais je vous les redonne tout de suite. Fabriquer du consentement et cristalliser les opinions publiques. Et ces deux livres, vous les trouverez chez n'importe quel libraire ou chez Amazon. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les méthodes de Bernays sont encore celles qui sont utilisées par nos gouvernements pour nous guider? Et si vous le pensez, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, qu'effectivement, on doit avoir une élite qui nous guide parce que le peuple, d'une manière générale, n'est pas capable de savoir où il va tout seul et que la démocratie, si elle n'est pas guidée par une élite, n'aboutira à rien. Et pour conclure cette vidéo, eh bien, je vais vous donner une phrase que donnait Édouard Bernays et qui explique parfaitement sa philosophie. Notre démocratie ayant pour vocation de tracer la voie, elle doit être pilotée par la minorité intelligente qui sait enrégimenter les masses pour mieux les guider. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.